Salut à tous. Alors, comme vous le savez, il y a certaines voitures qui ne méritent pas leur succès et il y a d'autres voitures qui ne méritent pas leurs échecs. Aujourd'hui, on va parler de la DS9 et à mon avis, elle va faire plutôt partie de la seconde catégorie. Cette DS9, vous vous en souvenez sûrement, elle m'a été présentée il y a un peu plus d'un an, c'était en mars 2020, juste après l'annulation du salon de Genève. Alors j'avais fait une longue vidéo où je décrivais en détail l'extérieur de cette voiture, donc je ne vais pas vous faire un truc énorme, on va reprendre quand même quelques détails pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. C'est vraiment la grosse berline de la marque puisqu'on est sur un véhicule qui fait 4,93 m. C'est vraiment l'équivalent d'une classe E, d'une Audi A6. On est vraiment sur ce genre de gamme là. Alors beaucoup pensent qu'elle est basée sur une Peugeot 508, ce qui n'est absolument pas le cas, en tout cas pas totalement, puisqu'elle est basée sur la plateforme EMP2. C'est une plateforme qui était très commune dans le Lex Group PSA, désormais Stellantis, et qui est donc la base de, effectivement, la 508, mais également le 3008 ou le C5 Aircross. Ça va même jusqu'à chez Opel avec le Grandland X, et même jusque chez Toyota avec la gamme utilitaire Pro Ace. Donc, c'est la même base que la 508, mais c'est la même base que plein d'autres choses. Et d'ailleurs, elle est quand même beaucoup plus grande qu'une 508. Alors, les proportions sur cette voiture sont super intéressantes, mais il y a également plein de petits détails vraiment intéressants à noter. Par exemple, ces petits side markers ici, qui s'allument en orange et qui ne sont pas des clignotants, mais qui sont vraiment uniquement des feux de gabarit et qui rappellent forcément la DS originelle. Et puis on a d'autres choses qui sont très ancrées dans le DS d'aujourd'hui, notamment ces DS Wings qui reviennent ici et qui rappellent totalement ce qui se passe à l'avant. En effet, les DS Wings qu'on retrouve à l'avant, qui est typique de ce que fait DS maintenant depuis quelques années, on reconnaîtrait presque un DS7 ici. La grosse différence, et ce qui fait énormément polémique, c'est ce sabre l'on a sur le capot et qui déplaît à beaucoup de monde. Personnellement, j'aime bien et je vais vous montrer pourquoi. Approchez-vous. La première raison, c'est que l'on pourrait croire à une simple barre chromée, alors que si on regarde dans les détails, il y a un petit effet qu'ils appellent l'effet guilloché et qui rend cette pièce beaucoup plus intéressante. Ça vient vraiment suivre le logo, c'est superbe. Et de l'intérieur, l'effet est saisissant. On a vraiment cette barre chromée sur le capot et le rendu est super qualitatif. En tout cas, lorsque l'on est à la place du conducteur. Autre détail typique de chez DS, ce sont les poignées rétractables, qui pour une fois sont en teinte carrosserie. En effet, toutes les autres voitures de la marque ont ces poignées rétractables, mais elles sont chromées. En réalité, le faire chromer, ça revient beaucoup moins cher, puisqu'il est assez compliqué d'obtenir la même teinte sur cette pièce plastique que sur le reste de la porte. On est ici face à une berline de 4,93 m, comme je le disais précédemment. C'est donc une voiture qui s'apprécie également au niveau des places arrière. Nous sommes en effet sur quelque chose de particulièrement accueillant. Déjà, il y a de la place. Je veux dire, le siège conducteur, il est réglé pour moi. Je fais plus d'1,85 m, mais pourtant, j'ai de la place. Vraiment, je suis à l'aise. Et on a cet accoudoir central. Alors, c'est une 3 places, on peut complètement le rabattre. Mais lorsqu'il est déployé, on est dans une vraie limousine, une vraie berline de luxe. On a tout ce qu'il faut. Les boutons que vous voyez ici, c'est pour les sièges chauffants, les sièges massants et les sièges ventilés. Oui, ces sièges arrière sont massants, chauffants et ventilés. Ça vous rappelle peut-être la Volkswagen Phaeton dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Ici, on est un petit peu sur le même type de luxe. Évidemment, je ne résiste pas à faire un petit tour à l'arrière de cette voiture. Là, j'ai mis les sièges massants, j'ai mis les sièges ventilés. On est vraiment au top. Franchement, je serais capable de faire des kilomètres et des kilomètres à l'arrière de cette voiture. J'ai juste envie de faire une petite sieste. Là, franchement, c'est parfait. Alors aujourd'hui, on est dans la version Rivoli avec le cuir Opera. Donc c'est vraiment la version la plus haut de gamme avec le cuir Ruby qui est vraiment super joli. D'ailleurs, il y a du cuir partout, presque pas de plastique. La planche de bord est en cuir, les portières sont en cuir. On a d'ailleurs deux cuirs de types différents. Ici, on a un cuir avec un effet un peu vieilli, ce qui est pas mal du tout. D'ailleurs, on retrouve également la petite surpiqûre en point perle, assez typique de chez DS. Et puis d'autres petites surpiqûres un petit peu partout qui, c'est assez drôle, elles ne sont pas contrastantes en fait. Elles sont dans la même teinte que le cuir et elles viennent un petit peu disparaître. Et finalement, ça marche vraiment bien. On se sent vraiment dans un
dans un véhicule assez luxueux, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, je repère que ce volant est en cuir bordeaux lui également, parce que dans le DS7, eh ben, il était noir, ce qui était un petit peu dommage. Ça venait mettre une touche un petit peu différente dans le véhicule, c'était un petit peu dérangeant. Ici, tout est en parfaite harmonie, ça marche vraiment très bien. Le seul gros souci de cette voiture, c'est qu'on est en 2021 et qu'on a encore l'ancienne interface. Ça, c'est vraiment très dommage. On sent que cette voiture est sortie un petit peu plus tard que ce qu'elle aurait dû. Deuxième partie de journée, donc deuxième voiture avec une finition complètement différente. Désormais, on n'est plus sur une hybride, mais sur une pure thermique, c'est la PureTech 225 et on est en Performance Line. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas une version haut de gamme. En effet, la Performance Line a un style un peu plus sportif et on a l'intérieur Alcantara qui fait également un peu plus sport, mais elle est surtout moins chère et moins bien équipée. Les différences principales vont forcément être les jantes avec les petits centres de roues colorés rouges, les petits logos DS Performance ici et là. Bon, par contre, à l'intérieur, la version Performance Line est assez différente. Déjà, on est sur quelque chose de beaucoup d'Alcantara, avec les petites surpiqûres qui font un petit peu plus sport, que ce soit ici, ou même sur le volant ici. On se retrouve avec une sorte de beige associé à un rouge. C'est pas si mal, ça rend plutôt bien, il y a un côté assez sport. Puis il y a beaucoup d'Alcantara, comme je disais, toute la planche de bord est recouverte d'Alcantara. On se retrouve avec encore un petit peu de cuir ici. Par contre, tout le haut de la planche de bord se retrouve en plastique. Bon, c'est un plastique un petit peu moussé, donc ça reste assez quali. Mais c'est vrai que par rapport à la finition Rivoli, la version Performance Line, quand même un petit peu moins sympathique, quoi. Je veux dire, ici on se retrouve avec du plastique, que sur la version Rivoli on se retrouve avec vraiment une pièce de métal qui est travaillée, qui est vraiment très jolie. Donc on sent que celle-ci est quand même un petit peu moins haut de gamme et c'est vrai que personnellement, si j'avais à choisir une voiture comme celle-ci, je la prendrais pas en Performance Line, je la prendrais plutôt en finition Rivoli. Toutefois, entre la motorisation thermique 225 et la motorisation hybride 225, j'ai une franche préférence pour la version thermique. En effet, je la trouve beaucoup plus vivante, beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus sympa à conduire, même lorsque l'on conduit calmement. Alors si vous n'avez pas une véritable obligation de prendre la version hybride, je vous conseillerais plutôt de vous diriger vers la version thermique. Alors attention, ça ne prend pas en compte la version hybride 250 que je n'ai pas pu essayer, ni la version hybride 360 que j'essaie dans la suite de la vidéo, qui est clairement beaucoup plus sympa sur tous les points, mais qui est également beaucoup plus cher. Pour finir cette journée, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le cas de le dire puisque cette voiture est entièrement couleur cerise intérieur-extérieur. C'est la version 360 chevaux hybride, donc c'est le même groupe motopropulseur que sur la 508 PSE avec le moteur thermique 1,6 litre de 200 chevaux, avec le moteur électrique à l'avant de 110 chevaux, le moteur électrique à l'arrière de 113 chevaux, ce qui nous donne un total de 360 chevaux. C'est limité en fait par la puissance que peut délivrer la batterie. C'est très typé GT au niveau du comportement routier, c'est vraiment super agréable. En fait, on a vraiment envie de faire des bornes avec cette voiture. On sent qu'on est vraiment sur le top de la gamme, c'est super agréable à conduire. Ça marche bien, c'est hyper polyvalent, ça reste confort tout en étant assez précis, même sur les petites routes de campagne. Et on sent que c'est vraiment le top de la gamme et que les 360 chevaux sont vraiment là. Je ne vais pas m'attarder davantage sur le comportement routier car c'est un prototype de développement, la mise au point n'est pas encore finie et bien qu'elle est déjà impressionnante, elle devrait bénéficier d'encore quelques petits ajustements de châssis avant la commercialisation. Sur cette version, la finition est encore un peu plus soignée que sur le reste de la gamme avec des jantes en 20 pouces, des voies légèrement élargies et elle est aussi légèrement rabaissée, de quoi lui donner une présence sur la route encore plus accrue. Dans cette teinte, avec ce cuir, ton sur ton, elle fait vraiment haut de gamme et on est enfin en présence d'une véritable berline à la française, bien plus luxueuse qu'une 508 ou qu'une Talisman par exemple. Mais alors me direz-vous, pourquoi avoir commencé la vidéo en expliquant que ce serait sûrement un énorme échec? Alors il faut savoir que ce véhicule est construit en Chine, car à la base elle était destinée pour la Chine. D'ailleurs, techniquement elle l'est encore. Mais lorsque le développement de la DS9 a commencé, DS marchait plutôt correctement en Chine, ils vendaient environ 30 000 véhicules par an, c'est pas extra, mais c'est pas mal et ils pouvaient s'imaginer vendre un peu plus d'année en année. Le souci, c'est que ça n'a pas du tout été le cas. Par exemple, sur 2020, DS Automobile n'a vendu que 500 voitures en Chine. C'est ridicule, c'est 0,00% de part de marché. Donc en gros, ça ne va pas
du tout. Et en gros, quand tout ce beau monde s'est rejoint sous Stellantis, Stellantis a dit stop, on arrête, en Chine ça marche pas, donc on va essayer d'abord de comprendre pourquoi ça marche pas avant de remettre le paquet. Ce qui fait que cette DS9, elle ne peut pas compter sur la Chine pour se vendre. Et du coup, elle va se vendre où ? On a tendance à dire que le plus grand marché d'une marque, c'est toujours son marché local. Donc DS espère vendre en France, ou tout du moins en Europe. Il faut savoir que quand la DS9 a été présentée il y a un an, ils nous ont annoncé vouloir produire 30 000 véhicules par an. Alors, 30 000, ça peut ne pas paraître énorme, mais en réalité, pour une berline, c'est vraiment beaucoup. Par exemple, sur 2020 en Europe, il ne s'est vendu que 29 000 Peugeot 508. Bon ok, vous allez me dire, 2020 c'était peut-être une année un petit peu différente des autres. Sur 2019, les chiffres n'étaient pas bien meilleurs, ils en ont vendu 41 000. Donc quand on sait que DS espère vendre 30 000 DS9 alors que la 508 est quand même un véhicule beaucoup plus simple à vendre, hein. C'est pas aussi premium qu'une DS9, c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu, beaucoup plus milieu de gamme, malgré que ça reste une voiture très bien. Par conséquent, on se retrouve avec une DS9 qui est une berline vraiment géniale, qui est bien équipée, qui est confortable, qui est plutôt jolie et qui est même vraiment bien placée niveau tarif, notamment par rapport à la concurrence du trio allemand. Elle va souffrir de son système multimédia vieillissant, forcément. Elle va également souffrir de son manque de moteur diesel. En effet, pas de moteur diesel, et c'est un critère qui est encore primordial pour certains professionnels qui font énormément de route. Elle va également souffrir forcément d'un marché européen qui est centralisé sur les SUV dernièrement. Donc c'est vrai qu'une berline va avoir énormément de mal à se vendre dans un tel marché. On se retrouve donc en face d'une voiture qui ne s'adresse qu'à un nombre très limité de clients. Mais pourtant, elle propose vraiment des prestations qui méritent le détour. Honnêtement, si vous êtes à la recherche d'une grosse routière statutaire, très confort, bien équipée et qui change un petit peu de ce que fait le trio allemand, allez voir la DS9. Si vous pouvez vous permettre la version hybride 360 chevaux, c'est encore mieux. Aujourd'hui, ce que j'espère, c'est que ce véhicule tienne le coup assez longtemps pour pouvoir bénéficier d'une phase 2 avec la nouvelle interface. C'est très probablement un échec annoncé, pourtant elle ne le mérite pas du tout. Donc s'il vous plaît, laissez-lui une chance.